Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Rouen et c'est au Miroir de Clio, une émission d'histoire, de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs. L'émission est diffusée 2 fois par mois, le dimanche entre 10h et 11h. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio, radiocampusrouen.fr. Et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission, en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé au Miroir de Clio. Aujourd'hui, c'est le 15e numéro de la 3e saison d'Au Miroir de Clio et nous sommes en compagnie de Florence Valdès-Forin et d'Alice Valdès-Forin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Florence Valdès-Forin, vous êtes historienne de l'art et vous assurez avec Mathilde Legendre le commissariat de l'exposition qui se tient en ce moment au musée Alfred Canel de Pont-Audemer dans le département de l'Eure. Une exposition qui présente une série d'œuvres de la peintre et sculptrice Jeanne Forin, qui n'est autre que votre arrière-grand-mère. Jeanne Forin est aussi votre arrière-arrière-grand-mère, Alice Valdès-Forin, et vous avez conçu, préparé avec votre mère, Florence, l'exposition qui se tient aujourd'hui à Pont-Audemer et jusqu'au mois de septembre 2016. Alors, bien sûr, peut-être d'abord avec vous, Florence Valdès-Forin, un mot sur, et même plus qu'un mot, une partie de cet entretien sur Jean-Louis Forin, l'époux de Jeanne Forin, qui est finalement, on pourrait le dire, je pense, beaucoup plus connu, beaucoup mieux connu que Jeanne, son épouse. Tout à fait, Jean-Louis Forin était le caricaturiste le plus célèbre de la Belle Époque. Il est né en 1852 et mort en 1931. Et en fait, tous nos grands-pères et arrière-grands-pères le connaissaient parce que c'était le dessinateur vedette du Figaro. C'était le plantu de l'époque, à une époque où le dessin de presse avait une très grande importance car il animait les journaux. Il n'y avait pas de photographie au début, très peu. Et en fait, les dessins de Forin s'étalaient dans les journaux français, notamment Le Figaro, mais bien d'autres. Il faut bien prendre conscience que la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, surtout avant la Grande Guerre, c'est vraiment l'âge d'or de la presse. Donc Forin, dont on a perdu un peu la connaissance, enfin pas pour les spécialistes bien sûr, c'est vraiment une figure essentielle de cette presse qui en plus diffusait à des milliers, des centaines de milliers d'exemplaires. Oui, tout à fait. En fait, c'est Daumier, le premier grand dessinateur de presse qui a, on peut dire, lancé le mouvement. Et donc Forin est le fils spirituel de Daumier, comme d'ailleurs beaucoup d'autres grands dessinateurs de presse. Et en concomitance avec ces grands dessinateurs, il y a eu une révolution technique dans les journaux qui fait qu'il y a eu une grande multiplication des journaux sous la Troisième République, alliée à une grande liberté de presse. Alors vous, votre intérêt pour Jean-Louis Forin remonte déjà un certain temps. Vous avez déjà fait des études universitaires, vous avez travaillé, vous avez fait un mémoire de DEA. On était, je crois, dans les années 1990 sur Jean-Louis Forin. Et ensuite, vous avez participé à des expositions autour de Jean-Louis Forin, c'est ça? Oui, alors j'ai parlé de Jean-Louis Forin en tant que caricaturiste le plus célèbre de la Belle Époque, qui était connu par vraiment toutes les personnes de l'époque. Mais Jean-Louis Forin, à l'image de Daumier, était également un peintre et c'était un très grand artiste qui a participé aux expositions des impressionnistes. À la demande de Degas, Forin a participé à 4 des expositions du groupe impressionniste et après il a continué de travailler dans une veine impressionniste puis post-impressionniste. Donc en fait moi je me suis attachée à présenter son œuvre en tant que peintre puisque en tant que caricaturiste sa notoriété était déjà là. Et à partir des années 90, j'ai organisé des expositions en France et à l'étranger
parce qu'il y a beaucoup d'œuvres de Jean-Louis Forain aux États-Unis. Il y en a également au musée d'Orsay. Il y en a également au musée de Rouen. Et je vous incite à aller voir le beau portrait de Jacques-Émile Blanche au musée de Rouen, portrait qui est un portrait peint, mais à la fois un portrait caricatural, parce qu'il représente Jacques-Émile Blanche tel qu'il le voyait lui. Alors, vous parliez d'expositions, alors on pourrait peut-être en citer quelques-unes. Il y avait ces expositions d'Avignon et des Baux-de-Provence en 2003 qui étaient importantes autour de Jean-Louis Forain. Oui, tout à fait. Donc moi j'ai commencé à présenter les œuvres de Jean-Louis Forain, d'abord aux États-Unis, puis à la Fondation de l'Ermitage en Suisse en 1995, et dans les années 2000, à la Fondation Angladon du Brugeot en Avignon et au musée Yves Braillère au Beau de Provence. Puis s'en est suivi une participation de Forain à de nombreuses expositions aux États-Unis et en France. La grande affaire pour vous, c'était cette exposition du Petit Palais et de la Dixon Gallery and Gardens de Memphis en 2011. Voilà, c'était un moment important dans la redécouverte de Forain, si j'ose dire. En 2011, avec Gilles Chazal, nous avons pu organiser une grande rétrospective de plus de 230 œuvres au Petit Palais. Et donc cette exposition montrait tous les aspects de l'œuvre de Forain, aussi bien son œuvre peinte que son œuvre de caricaturiste. D'accord. Alors, Alice Valdès-Forain, vous aviez participé à la préparation de cette exposition? Oui, bien sûr. J'ai participé tout particulièrement aux États-Unis. D'accord. Je suis arrivée avant l'accrochage pour mettre en valeur l'œuvre de Jean-Louis Forain. D'accord. Alors pourquoi ce partenariat avec la Dixon Gallery and Gardens de Memphis? Expliquez-nous quels sont les liens de cette institution avec Forain. Le musée de Memphis, la Dixon Gallery, possède 50 œuvres de Jean-Louis Forain. Parmi les plus belles, il y a de très très beaux pastels, de très belles aquarelles de la période impressionniste de Jean-Louis Forain. Et le musée de la Dixon avait donc demandé d'exposer l'exposition du Petit Palais. Et donc c'est la raison pour laquelle l'exposition du Petit Palais est partie ensuite aux États-Unis. Alors cette exposition a eu un certain succès à la fois en France et aux États-Unis. Enfin, ça a permis de faire mieux connaître Jean-Louis Forain. On imagine que le Petit Palais, c'est une chambre d'écho assez importante. Oui, il y a eu une grande fréquentation de l'exposition et il y a eu beaucoup de presse très, très favorable à cette exposition. Le dessinateur Plantu, d'ailleurs, pour l'exposition, avait dessiné un croquis qui figurait dans l'exposition et dans le catalogue. Cette exposition a été accompagnée d'un catalogue qui est devenu, j'imagine, une espèce d'ouvrage de référence que vous avez vous-même dirigé. Oui, c'est un catalogue qui pour l'instant est l'ouvrage de référence avec donc une quinzaine de sections qui retracent les 15 salles de l'exposition. C'est un catalogue entièrement illustré avec une quinzaine de textes. C'est un exercice radiophonique qui n'est pas forcément évident, mais est-ce que vous pourriez pour nos auditeurs nous dire ce qu'on voit sur cette couverture et en quoi c'est finalement assez révélateur de l'univers de Forain? Alors sur le catalogue de cette exposition, il y a une reproduction d'une femme. On est dans le monde de la nuit, c'est un monde que Forain affectionne particulièrement, et on voit une femme qui porte un loup. C'est une femme qui est très décolletée et à côté d'elle il y a une bouteille de champagne et très vite nous comprenons donc que nous sommes dans un cabaret et que la femme qui pose est une femme on dirait de petite vertu comme on le disait à l'époque. Et en fait, il s'agit d'une œuvre sur papier, de grande dimension, parce que en fait, c'est une étude pour une mosaïque qui a figuré sur le Café Riche. Le Café Riche était un grand café sur les boulevards, et le Café Riche avait passé commande à Forain
de mosaïques pour orner ses façades. Et ces façades devaient représenter le monde parisien. D'accord. Ce qu'on pourrait faire en quelques mots pour essayer d'un petit peu aider nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus sur Forain, c'est retracer rapidement sa vie, qui est une vie intéressante. Jean-Louis Forain vient d'un milieu assez modeste, et il a percé finalement avec des rencontres qui l'ont marqué au début de sa carrière, au début de sa vie, tout jeune même, Florence Valdès-Forain. Oui, Jean-Louis Forain était le fils d'un peintre, mais d'un peintre en bâtiment. D'accord. Il était né à Reims et avec sa famille, très vite, ils sont montés à la capitale parce que sous le Second Empire, c'était là où on trouvait du travail le plus facilement. Et Forain était quand même très dissipé. Il a très peu fréquenté l'école. Et il a eu la chance d'être repéré au Louvre alors qu'il copiait les maîtres par Carpeaux. Carpeaux qui était le sculpteur de Napoléon III et qui était le professeur du prince impérial. Et donc Forain a passé quelque temps dans l'atelier de Carpeaux et c'est très important pour lui parce que par la sculpture, c'est ça qui a donné énormément de corps à son dessin. Mais comme je vous l'ai dit, Forain était très insupportable. Il s'est fait mettre à la porte de l'atelier de Carpeaux, qui lui d'ailleurs était très colérique. Et du coup, son père, furieux, l'a mis à la porte de chez lui. Et donc Forain a mené une existence très très misérable. Il était très jeune. On était en 1869, il me semble. Exactement, on était juste avant la guerre de 70. La guerre de 70 et avant la Commune. Et donc, comme vous le soulignez, la vie de Forain a été une vie absolument extraordinaire en termes de rencontres. Et par exemple, pendant cette période-là, c'est là où il a rencontré Verlaine et Rimbaud. Il a même d'ailleurs habité avec Rimbaud, qui lui aussi était très infernal. Et tous les deux ont mené une existence de bohème pendant quelques temps. D'accord. Donc ça, c'est une première série de rencontres. Puis il y en a d'autres aussi, Degas, Manet, qui vont être importantes pour lui aussi, ces rencontres-là, dans les années 70, c'est ça ? Dans les années 70, donc Forain, qui était très jeune, qui avait une vingtaine d'années, a fréquenté le café Gerbois, puis celui de la Nouvelle Athènes. Et donc c'est là que Degas lui a demandé de participer aux expositions impressionnistes. Et donc c'est là qu'il a vécu cette aventure impressionniste, sans jamais d'ailleurs fréquenter l'école des beaux-arts. Il a vraiment appris de lui-même, c'est vraiment un autodidacte. Et dans les rencontres, on peut citer aussi Huysmans, qui va être très important pour lui. Oui, Huysmans, qui était à la fois un romancier et un historien de l'art et un grand critique d'art. Huysmans, qui avait écrit des romans naturalistes, notamment Marthe, Histoire d'une fille, et qui demande à Forain d'illustrer ce roman qui raconte l'histoire d'une prostituée. D'accord. Des rencontres importantes et des œuvres déjà marquantes dans les années 1880, au moment de ces expositions avec les impressionnistes. Je pense par exemple aux clients, aux buffets, aux veufs. Ce sont des œuvres qui vont marquer le public et la critique aussi à cette époque. Oui, vous parliez du client, c'est une œuvre que Jean-Louis Forain a présentée à la 4e exposition des impressionnistes, donc en 1879. Il était tout jeune, il avait 25 ans, et il n'hésite pas à montrer une scène de prostitution, c'est même une scène de bordel, et c'est une scène qui est contemporaine à Maupassant, aux écrits de Maupassant sur la prostitution. Et Forain montre des filles qui sont nues et le client qui est en train de les choisir. Et évidemment, c'est très provoquant. Forain était excessivement provoquant en montrant une scène comme cela. Il y a un côté un peu Toulouse-Lautrec dans ce travail, ou est-ce que c'était quelqu'un qui connaissait Toulouse-Lautrec ? Alors Toulouse-Lautrec était plus jeune que Forain, et Toulouse-Lautrec admirait beaucoup Forain. Et effectivement, Toulouse-Lautrec, qui aujourd'hui est plus connu que Forain,
On pense, en voyant les œuvres de Forain, qu'elles sont inspirées de Toulouse-Lautrec, mais en fait, c'est l'inverse. Contraire, d'accord. Ouais, ouais. Donc c'est bien de le souligner. Alors, à cette époque, il devient le peintre de la vie parisienne, de la vie mondaine seulement, de la vie populaire aussi. Comment pourrait-on qualifier les choses, Florence Valdès-Forain? En fait, c'est les deux, Les parce deux. que Forain avait son œil de caricaturiste, parallèlement à sa carrière de peintre dont je viens de vous parler et de l'aventure impressionniste. Forain travaille dans les journaux et il avait un esprit effectivement très très critique et il voulait montrer les deux aspects de la vie parisienne, la belle société avec les réceptions, l'opéra, le théâtre, donc le côté pile de la société, mais il aimait aussi montrer le côté face de la société, c'est-à-dire les bas-fonds parisiens, la prostitution dont on vient de parler. Et Forain dénonce l'hypocrisie de la bourgeoisie, et donc c'est quelque chose de très très présent dans son œuvre de caricaturiste, mais qui aussi est présent dans son œuvre de peintre. Bon, alors vous le disiez au début de cet entretien, il était connu d'abord comme caricaturiste, même si c'est aussi un grand peintre, on vient de le dire. Alors ses premiers dessins remontent aux années 70, je pense que c'est 1876, il me semble. Il lance son propre journal, Le Fifre, c'est en 1889, hein, je crois que c'est ça. Et ensuite, il débute une longue collaboration avec Le Figaro en 1891. Alors, s'il exprime à la fois une satire sociale et politique, c'est un grand caricaturiste. Alors, il y a peut-être une face sombre un peu dans sa carrière. C'est qu'il s'est engagé dans la lutte contre Dreyfus, notamment dans un journal fondé en 1898 qui s'appelle Psst, avec un point d'exclamation à la fin. Et là, c'est peut-être un peu la face, un peu le visage un peu douloureux de Forain quand on a, j'imagine, à travailler sur ce personnage. Tout à fait, Forain est un artiste engagé, il s'est engagé dans ses dessins de presse, par exemple au moment de l'affaire de Panama, il a beaucoup dénoncé la corruption. Et donc, pendant toute cette Troisième République, il y a eu énormément d'affaires, que ce soit par exemple l'affaire des décorations et bien d'autres. Et il y a eu cette affaire Dreyfus. Et malheureusement, Forain a choisi le mauvais côté, on peut le dire, parce qu'il était persuadé que Dreyfus était coupable. Et pourquoi est-ce qu'il était persuadé que Dreyfus était coupable? Parce qu'il ne pouvait pas imaginer que l'armée puisse se tromper. Et donc Forain était excessivement patriote. Il était très attristé par la perte de l'Alsace et de la Lorraine. Et donc malheureusement, il a choisi le mauvais côté. Quel rapport entretenait-il avec cette histoire? Est-ce qu'on le sait d'ailleurs? Dans les années ultérieures, à la fin de sa vie, est-ce que c'était pour lui quelque chose de douloureux ou... Au moment de la guerre de 14, il a fait l'Union sacrée. D'accord. Et donc, effectivement, il a vu il a reconnu qu'il s'était complètement trompé. D'accord. Vous évoquiez à l'instant la Grande Guerre. Hein, c'est un moment important pour Jean-Louis Forain, parce qu'il rejoint la section de camouflage et il propose un dessin de manière quasiment hebdomadaire ou quotidienne même, dans différents journaux pendant toute la durée de la Grande Guerre et même jusqu'en juin 1919. Et là, ça va lui donner un écho assez splendide, hein, finalement, Florence Valdès-Forain. Oui, le dessin de presse le plus célèbre de l'époque est un dessin qui représente deux poilus dans la tranchée. Et l'un des poilus dit à l'autre « pourvu qu'ils tiennent ». Et son compagnon lui demande « qui ça ?» Et il répond « les civils ». Et en fait, Forain fait allusion, on est pendant l'hiver 1915, il fait très froid, mais le front s'est arrêté et Paris revit. Les théâtres rouvrent et finalement les Parisiens s'accommodent de cette situation de guerre. Et donc Forain, par ce dessin de presse, veut rappeler à ses concitoyens que les malheureux soldats, eux, ils sont dans le froid, ils sont dans la guerre, ils souffrent et qu'il faut continuer à les soutenir. Donc évidemment, c'est un appel au patriotisme. Son rôle est très important pendant la Grande Guerre. Alors après 1918, il continue à avoir un rôle important. C'est aussi pour lui le temps des honneurs, hein, parce qu'il est reconnu quand même dans les années 20 et jusqu'en 1931, date de son décès.
Forain rentre à l'Académie des Beaux-Arts en 1923, donc il est académicien et il reçoit effectivement beaucoup d'honneurs et c'est vraiment un personnage très public. Très public. Il continue à produire aussi? Oh, bien sûr, tout à fait. C'est une période très féconde au niveau des tableaux, au niveau pictural. Par contre, au niveau des dessins de presse, il s'arrête en 1925 parce que il était très fatigué de cette charge. Et c'est vrai que pour un caricaturiste, de renouveler perpétuellement ses dessins de presse et de suivre l'actualité, c'est quelque chose de très lourd. Donc il arrête de lui-même sa collaboration au Figaro et à tous ses journaux. Alors, est-ce qu'on est en mesure maintenant, avec tout le travail que vous faites depuis plusieurs années, de chiffrer en quelque sorte la production de Jean-Louis Forain? Est-ce que c'est possible ça? Est-ce qu'on a une idée de la masse de documents que ça représente? Alors en ce qui concerne les dessins de presse, il y en a des milliers et des milliers de dessins de presse. Quand on parle de la production picturale, donc c'est-à-dire plus de ces tableaux et plus limité. Et donc j'entreprends depuis des années le catalogue raisonné de son œuvre peinte, c'est-à-dire que je répertorie ses peintures et également ses aquarelles et ses pastels. On a une idée de combien d'œuvres ça peut représenter? Le corpus fait environ 1000 œuvres. Oui, 1000 œuvres. ce qui est quand même important. Ce qui est important, mais ce qui correspond à ce que beaucoup d'autres artistes font. Par contre, au niveau des dessins, il a été excessivement prolifique. Alors, dans les 1000 œuvres de l'œuvre peint, là, c'est dispersé, ou partout sur la planète, ou est-ce que c'est plutôt concentré en France, en Europe? Ces œuvres sont présentes en France, bien sûr, en Europe, en Angleterre. Il a été très, très apprécié en Angleterre également. On le rencontre dans les grands musées européens, mais particulièrement là où il est spécialement présent, c'est aux États-Unis. Donc j'ai fait référence à la Dixon Gallery qui est dans le Tennessee, à Memphis. Mais en fait, Forain est très représenté dans les grands musées américains, par exemple National Gallery, par exemple à Chicago, l'Art Institute, et dans beaucoup de musées américains parce que Forain, comme les impressionnistes, a été acheté très tôt par les grands collectionneurs américains. Et c'est la raison pour laquelle il est très représenté aux États-Unis. D'accord. Ce que je vous propose, c'est de marquer dans cette émission au miroir de Clio sur Radio Campus Rouen une première pause et on se retrouve dans un instant pour parler cette fois de l'épouse de Jean-Louis Forain, Jeanne Bosc. Vous êtes sur Radio Campus Rouen et vous écoutez Au miroir de Clio, l'émission d'histoire de la station, et nous sommes toujours en compagnie de Florence Valdès-Forain et d'Alice Valdès-Forain. On parle bien sûr de Jean-Louis Forain, mais aussi, c'est plutôt elle qui est à l'honneur aujourd'hui, de Jeanne Bosc, l'épouse de Jean-Louis Forain, plutôt méconnue, je crois qu'on peut le dire ainsi, à laquelle le musée Alfred Canel de Pont-Audemer consacre une belle exposition depuis le mois d'avril et jusqu'au mois de septembre 2016. La conception, l'idée de cette exposition, elle a à peu près un an, c'est ça? Oui. Elle a un petit peu plus d'un an et l'origine de cette exposition Jeanne Forain, elle est double. D'abord, c'est un portrait, celui d'une ravissante petite fille en bleu qui est accrochée sur les murs du musée Canel à Pont-Audemer et qui a été achetée par l'État à Jeanne Forain en 1938, puis déposée par l'État à Pont-Audemer il y a déjà donc bientôt 80 ans. Et la deuxième origine, écoutez, c'est Mathilde Legendre, qui est la directrice de ce musée, qui m'a téléphoné il y a plus d'un an en me proposant de l'aider à organiser une exposition autour de ce tableau, une exposition donc consacrée à Jeanne Forain et une exposition qui soit donc inclue dans le parcours de Normandie impressionniste. Et donc, je remercie Mathilde Legendre de m'avoir proposé d'être commissaire invitée et je la remercie surtout d'avoir initié ce projet.
La ville de Pont-de-Mer a une politique culturelle vraiment très, très bien et vraiment elle développe le secteur culturel d'une façon remarquable. Voilà, c'est le premier poste de dépense pour la mairie. Donc c'est vraiment un choix, une volonté de sa part. Et on en est très reconnaissant parce que c'est une bonne initiative. Ce projet, vous y étiez associé dès le départ, Alice Valdès-Forin. Oui, tout à fait. J'ai beaucoup aidé du coup Florence Valdès-Forin et Mathilde Legendre dans la réalisation de cette exposition. Depuis les recherches des œuvres, quelles œuvres nous allons choisir, comment nous allons les répartir par thématique, comment nous allons les installer dans les salles, jusqu'à l'accrochage et au vernissage. D'accord. Dans cette exposition, on voit des œuvres venues de collections particulières, mais aussi d'institutions publiques. Cette exposition permet de découvrir pleinement le talent de Jeanne Forin. Grâce aux œuvres que nous avons obtenues, nous avons obtenu le prêt d'institutions publiques comme le Petit Palais, le Musée Carnavalet, le Centre national d'art plastique. Nous remercions donc particulièrement ces institutions et bien sûr le musée Alfred Canel expose La Petite Fille en bleu qui fait l'objet de la couverture. Bien sûr, qui est en dépôt dans ses collections Voilà. depuis 1939. Exactement. Alors, intéressons-nous maintenant un petit peu à la figure de Jeanne Bosc, épouse Forin. Elle est née à Paris en 1865. On connaît un petit peu les débuts de sa carrière, les tout débuts de sa carrière, Alice Valdès-Forin. Oui, tout à fait. Comme vous l'avez dit, elle est née en 1865 à Paris, dans le Marais, au sein d'un foyer plutôt instruit, puisque son père est professeur de latin grec chez les jésuites, et sa maman exerce le métier de sage-femme de manière bénévole. Sa maman a des origines russes. Elle est l'aînée de 4 enfants. Elle quitte Paris pendant la guerre franco-prussienne de 1870 pour s'installer à Auvers-sur-Oise. Et c'est là qu'elle est découverte par Pissarro pendant qu'elle peignait un paysage. Ce grand artiste Pissarro incite ses parents, les parents de Jeanne, à la former, à ce qu'elle poursuive dans la voie de la peinture. Oui. Après la guerre, quand il rentre à Paris, quand la famille de Jeanne Forin rentre à Paris, elle réussit à convaincre ses parents pour qu'elle aille peindre au musée du Louvre. Ses parents l'autorisent à travailler au musée du Louvre et dans divers ateliers. En effet, elle se forme dans des ateliers d'artistes puisqu'à l'époque, les femmes n'avaient pas accès aux beaux-arts. Alors, elle rencontre Jean-Louis Forin, c'est vers 1888, c'est ça? Et c'est dans l'atelier de Louise Abéma, une femme importante de l'époque, une grande amie de Sarah Bernard. Exactement. Et donc, il se marie 3 ans plus tard, hein, c'est ça, en 1891. À l'église, c'était une volonté de Jeanne Bosc, hein, qui est quand même une figure assez croyante, hein, si j'ai bien compris. Oui, exactement. Jeanne Bosc réussit à persuader Forin de l'épouser à l'église Saint-Ferdinand des Ternes en 91. Et ensuite, le couple va s'installer à Paris dans un petit hôtel particulier, si j'ai bien compris. On est boulevard Gouvion-Saint-Cyr, avant de se faire construire un hôtel particulier par Dauphine. Ils vont très vite intégrer une espèce de vie mondaine, est-ce qu'on peut dire les choses comme ça? Peut-être Florence Valdès-Forin? Oui, le couple Forin était un couple très, très lancé, très, très à la mode. Et en fait, c'était un couple très drôle parce que Forin était vraiment très, 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 très drôle, très sarcastique. Il faisait énormément de jeux de mots. Il était recherché par ces jeux de mots qui étaient gentils ou pas, ou même très très méchants. Et ils étaient donc très très recherchés. Forin, qui lui était, on l'a dit, le fils d'un simple peintre en bâtiment, avait une intelligence sociale très très importante et donc c'est quelqu'un qui s'était intégré à tous les milieux, il faisait partie des cercles les plus sélects et Jeanne aussi était très très gaie, très très drôle, avait beaucoup d'humour et elle avait aussi une grande intelligence sociale. Je le disais, ils construisent ou ils font construire un hôtel particulier Porte Dauphine, on est à la toute fin du 19e siècle, c'est ça? Oui, on est rue Spontini, 30 bis rue Spontini, effectivement. Ils font construire cet hôtel particulier. Ils voyagent beaucoup. Dès 1893, Jeanne part avec Jean-Louis Forin aux États-Unis. Ils étaient invités par Gordon Bennett,
qui était le directeur du Herald Tribune. Et il passe 6 mois aux États-Unis, surtout à Chicago, pour l'exposition universelle. Et ensemble, ils voyagent beaucoup, ils vont à Venise, ils vont à Madrid, et c'est important parce que ce sont des artistes, et là, ils visitent les musées. Et par exemple, en 1900, ils vont à Madrid pour l'exposition Goya. Et là, Jeanne, c'est sans doute là qu'elle voit des peintures de Goya, qu'elle copie. Et notamment à l'exposition de Pont-Audemer, on montre un petit tableau, un tableau qu'elle a fait et qui est une copie de Goya. Alors, c'est un couple, on peut dire, moderne, on pourrait dire des choses comme ça. Vous dites dans le catalogue de l'exposition qu'ils sont parmi les premiers abonnés au téléphone. Enfin, il y a cette idée de modernité, Alice Valdés-Forin. Oui, tout à fait, comme on vient de le dire, ils ont beaucoup voyagé, ils ont voyagé aux États-Unis, donc ça en fait un couple moderne, ils sont invités partout. Aussi, ils ont participé ensemble au départ de la course automobile Paris-Berlin de 1901, et d'ailleurs au musée Alfred Canel de Pont-Audemer, à l'exposition, on montre un reportage photographique, donc on les voit tous les deux dans une voiture. Ils sont aussi les premiers abonnés au téléphone, ce qui leur vaut une raillerie de Degas qui disait « Comment Forain, on vous sonne et vous y allez ?» Pour bien comprendre cette raillerie de Degas, qui avait lui aussi énormément d'humour et qui était très sarcastique, à l'époque, on sonnait les domestiques. Bien sûr. Donc bien quand sûr. on dit Oui, comment c'est bien Forain, on vous sonne et vous y allez, c'est-à-dire Forain, vous êtes un larbin. C'était ça, oui, c'était tout à ça fait, dans oui, l'esprit tout à fait, c'est bien de le décrypter. Degas. Très bien. Alors, l'œuvre de Jeanne Forain jusqu'à cette exposition de Pont-Audemer, qui se tient en ce moment jusqu'en septembre, rappelons-le, était finalement peu connue, on peut le dire comme ça, méconnue, enfin, connue par quelques spécialistes. Florence Valdés-Forin. Oui, Jeanne est méconnue et en fait c'est qu'elle l'a bien voulu. Pourquoi est-ce qu'elle l'a bien voulu? C'est qu'elle a peu exposé de son vivant. Elle a participé à des expositions de groupe, notamment dès 1889, donc elle était encore Jeanne Bosque. Elle a présenté des œuvres à la Société nationale des beaux-arts et aux artistes français. Elle a déjà été repérée par la critique, mais après son mariage, en fait, elle n'avait plus aucune contrainte matérielle grâce au succès de son mari. Et pendant une longue éclipse, en fait, elle n'a pratiquement pas exposé. Elle se contentait de produire dans son atelier, de fréquenter les artistes qu'elle connaissait, et elle en connaissait beaucoup. Elle leur montrait ses œuvres, mais elle s'est décidée à exposer uniquement après la Grande Guerre, à partir de 1919. Elle s'est remise à exposer à la Société nationale des beaux-arts. Et enfin, elle a présenté une trentaine de ses œuvres dans les années 20, d'ailleurs, avec son mari. Et donc, si elle n'a pas été très connue, c'est vraiment elle qui l'a décidé, c'était son choix. Jean-Louis Forain n'était pas du tout contraignant dans ce domaine. C'est pas lui qui a incité Jeanne Forain, son épouse, à se retirer. On ne peut pas dire ça, je pense. Non, pas du tout. Il l'encourageait, au contraire, mais elle se trouvait très bien comme ça. Voilà, très bien. Elle disait « Je suis une violette auprès d'un arbre ». Par là, elle montrait son admiration pour l'œuvre de son mari, qui est une œuvre très très puissante. C'est peut-être la raison pour laquelle elle était en retrait, c'est qu'elle avait une admiration sans borne pour la puissance créatrice de son mari. Et ils partageaient tous les deux une connivence d'artistes, ils s'entraidaient. Jeanne était la muse de Forain et Jeanne aidait aussi Forain, qui pouvait parfois, Jean-Louis Forain, être en panne d'inspiration. Elle lançait quelques idées. Lui, les suivait jamais, mais en tout cas, ça le relançait. Ça le stimulait. Ça le stimulait parce qu'il devait produire tous les jours des dessins de presse, donc avoir une grande créativité. Je pense que son statut d'artiste était important pour elle, mais elle n'avait pas forcément la volonté d'être un artiste reconnu. Puisqu'elle était reconnue de son mari et du cercle d'amis artistes qu'il fréquentait. Je pense qu'elle n'avait pas le besoin d'être reconnue du public. Très bien. Alors,
Ça doit être assez difficile, quand on regarde les œuvres qui nous restent de Jeanne Forain, de dater son travail. Est-ce que ça, c'est une difficulté qu'on a? Parce que, bon, il y en a certaines pièces sont datées, mais d'autres ne le sont pas. Est-ce qu'il y a tout un travail à faire, complexe, j'imagine? Oui, c'est pas facile de les dater. D'abord parce que ce qui a intéressé Jeanne Forain, c'est la figure humaine. Donc en fait, il y a pratiquement comme sujet que des portraits. Donc déjà, les sujets ne peuvent pas nous aider pour dater une œuvre. Ce ne sont que des portraits. Ce sont surtout des portraits d'enfants. Elle excelle particulièrement dans les portraits d'enfants. Et effectivement, on peut quand même la suivre au niveau de l'évolution de la facture. Au départ, elle utilise plus les pastels, elle privilégie les pastels. Après, c'est plus la peinture. Donc déjà, ça peut quand même être un vecteur qui peut nous aider pour dater les œuvres. Et on peut suivre un petit peu l'évolution de sa facture qui est sans doute plus sûre dans la maturité de l'artiste, peut-être une facture un petit peu plus forte à partir de la maturité de l'artiste. D'accord. Est-ce qu'on peut la qualifier d'artiste impressionniste? Ou est-ce que ça n'a pas de sens, ce qualificatif? En ce qui concerne le mot impressionniste, moi je suis assez restrictive. Je considère que les artistes impressionnistes, ce sont ceux qui ont participé aux expositions impressionnistes. Donc si on a un sens étroit, on dira que Jeanne n'est pas une artiste impressionniste. Par contre, on peut dire que c'est une artiste post-impressionniste qui travaille dans la veine des impressionnistes. Et notamment, si on se réfère à l'œuvre de Berthe Morisot, par exemple, qui est une artiste impressionniste qui a beaucoup peint les enfants, notamment Julie, sa fille, Julie Manet, puisque Berthe Morisot était la belle-sœur d'Édouard Manet. On peut rapprocher l'œuvre de Jeanne Forain à celle de Berthe Morisot ou celle de Marie Cassatt, qui était aussi une artiste impressionniste qui a peint beaucoup les enfants. D'accord, oui, des rapprochements sont possibles. Alors, vous évoquiez ces techniques, la technique du pastel d'abord privilégiée. Dans l'exposition, on voit justement une fillette à la capeline bleue de 1890, qui est tout à fait charmante, et puis un portrait de Séverine, qui est aussi un pastel rehaussé de fusain de 1890, qui est conservé au musée Carnavalet. Alors, ce portrait de Séverine qui est particulièrement étonnant et marquant, je pense, Florence Valdès-Forain. D'ailleurs, Séverine aimait ce portrait puisqu'elle a écrit de sa main très ressemblant. Il faut peut-être présenter Séverine pour nos auditeurs, c'était une figure de l'époque. Séverine était un écrivain très libertaire. Et d'ailleurs, comme beaucoup d'autres membres de la société parisienne que le couple Forain fréquentait, il fréquentait des personnalités très libres, aux mœurs très libres, à des vies très libres, et Séverine en faisait partie. D'accord. Par la suite, vous l'avez dit, Jeanne peint de plus en plus à l'huile. Elle fait poser son entourage, ça on peut le dire, parmi les figures qui sont portraiturées. On a par exemple son fils, sa cousine, Alice Valdès-Forain. On le voit dans l'exposition, elle peint Michel, son père, Jean-Loup, son fils, qui est né de l'union avec Jean-Louis Forain. Elle peint aussi sa cousine, Jeannette, Jeanne Delépine. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on montre l'évolution de sa peinture aux différents âges de Jeanne. On suit Jeanne, jeune fille, jusqu'à femme accomplie. On a une série de toiles là, et qui sont tout à fait marquantes. En plus, du point de vue de la muséographie, c'est assez intéressant parce qu'on peut quasiment les embrasser d'un regard et on voit bien l'évolution. Là, c'est quand même tout à fait frappant dans l'exposition de Pont-Audemer. Alors, essayons peut-être de chercher les inspirations de Jeanne Bosc, épouse Forain. Elle s'est inspirée de maîtres qu'elle a notamment copiés dans ses visites à Madrid, etc. Goya, par exemple, est l'un de ses maîtres. Peut-être Florence Valdès-Forain. Goya et Velázquez. Des peintres espagnols. Et on retrouve une espèce de patte qui s'inspire de ces maîtres-là dans ses travaux. Oui, ce qu'il faut remarquer, c'est que tous les portraits de Jeanne Forain sont sur un fond indifférencié.
c'est-à-dire on ne voit pratiquement rien sur le fond du tableau. Et c'est ce qu'on retrouve dans les œuvres qu'elle a copiées de Goya et de Velázquez. Et Jeanne met toute son attention sur l'expression de ces modèles. Et contrairement à Marie Cassatt ou Berthe Morisot, qui, elle, représente les enfants dans leur cadre de vie, Jeanne, elle met toute son attention sur le côté psychologique de ces portraits. Ce qui l'intéresse, c'est de percer les secrets de l'âme de ces modèles et de ces petits modèles. Alors, ces portraits, elle les fait avant la Grande Guerre, elle poursuit après la Grande Guerre et même pendant, puisqu'on a dans l'exposition une jeune ordonnance qui est présentée donc, dans l'exposition de Pont-Audemer. Et on a des productions qui sont vraiment postérieures à la Grande Guerre, là on en est sûr. Par exemple, on pourrait peut-être s'attarder sur cette œuvre qui m'a particulièrement intéressé, Une République de Montmartre, qui daterait du début des années 20, peut-être 1922. Alors de quoi s'agit-il, Florence Valdès-Forin ? On voit sur ce tableau une inscription avec écrit « La République de Montmartre ». Et sur ce tableau figure une petite fille au sourire très, très narquois et qui porte un bonnet phrygien et une tenue à rayures. Donc on peut se demander pourquoi cette petite jeune fille porte un bonnet phrygien. Et ben c'est tout simplement une effigie de la République de Montmartre, qui était une association qui avait été créée justement dans les années 20 par des artistes de la Butte, dont Forin faisait partie, et Forin d'ailleurs deviendra le président. Et cette association, en fait, luttait pour maintenir un esprit de convivialité entre les artistes. Cette association s'inquiétait déjà des poussées immobilières et spéculatrices qui faisaient changer l'esprit d'entraide qui régnait entre les artistes de la Butte. Et cette association, en fait, avait des visées très, très sociales. Et d'habitude, une petite Marianne allait distribuer des cadeaux aux enfants malades dans les hôpitaux. Et donc, Jeanne représente une petite effigie de cette République de Montmartre. Alors, parmi les portraits aussi de cette période, on peut citer aussi, il figure dans cette exposition un tableau qui s'intitule Le Brin du Muguet de 1926 et qui est aussi un univers un peu charmant. Enfin, voilà, c'est tout à fait plaisant de regarder ce genre de tableau. Ce tableau est un tableau très, très libre qui montre une petite vendeuse du 1er mai, une petite vendeuse des rues, qui était peut-être d'ailleurs une de ces petites filles que la République de Montmartre aidait, une petite fille miséreuse. Et on voit la différence de facture et tout de suite on voit bien que Jeanne nous fait une différence entre cette figure de petite fille qui est très, très, très narquoise avec les figures des autres enfants qui sont présents dans l'exposition, qui sont plus des enfants de la famille de Jeanne ou des enfants de la bonne société parisienne. Par exemple, il y a une figure qui représente une petite princesse Murat, la main sur la hanche. Et là, on voit bien que cette petite fille est déjà très consciente de son rang et elle est très fière d'elle. Et donc, il y a plus de retenue dans ces portraits-là d'enfants de la bonne société que dans les tableaux qui représentent des enfants des rues. Vous avez cité tout à l'heure La Jeune Ordonnance. Et c'est un tableau qui est très intéressant car il fait tout de suite référence à Manet, car il représente un jeune soldat avec un calot sur la tête. C'est une œuvre de 1915. Là, on est dans la période de la Grande Guerre. Alors, parmi les œuvres que vous présentez aussi dans cette exposition, il y a notamment un portrait assez étonnant de la reine Amélie de Portugal, un portrait qui date de 1929. C'est intéressant parce que cette reine Amélie de Portugal, de la famille d'Orléans, était en exil en France. Elle était retirée au château de Bellevue au Chesnay où résidait Jeanne Forin aussi. De plus en plus, finalement, le Chesnay, c'est une propriété qui a été acquise au début du XXe siècle, Florence Valdès-Forin, et où réside de plus en plus le couple Forin et puis Jeanne quand elle est veuve.
Oui, c'est au Chennai que la reine Amélie de Portugal est venue poser dans l'atelier de Jeanne. Et là, il s'agit d'une reine, mais c'est une reine qui est âgée et qui est endeuillée puisqu'elle a perdu à la fois son mari et son fils qui ont été assassinés sous ses yeux. D'accord. Dans l'œuvre de Jeanne Forain qu'on a présentée à grands traits, il faut aller voir vraiment l'exposition pour bien sûr apprécier avec plus d'envergure ses œuvres. Il y a quelque chose qui est peut-être méconnu, en tout cas particulièrement intéressant, c'est ce qu'on appelle le théâtre des nabots. Alors de quoi s'agit-il, Alice Valdès-Forain? Oui, nous présentons dans l'exposition un aspect inattendu de son travail, le théâtre des nabots. Jeanne Forain est une femme au grand cœur. Elle crée en 1904 ce spectacle de marionnettes au profit des enfants défavorisés et elle parvient à y attirer le tout Paris. Alors, elle sculpte elle-même une soixantaine de marionnettes et elle demande à ses amis de confectionner les costumes. Et en fait, ça devient une œuvre d'art totale, puisque Anna de Noailles compose les vers de La Belle au bois dormant, Widor imagine une sérénade, et Carandache participe avec Jean-Louis Forain au rideau de scène. D'autre part, le livret est fait par Forain et ses amis caricaturistes. Donc, elle réussit à fédérer tout un ensemble d'artistes et elle se donne un mal fou pour ce théâtre et elle a énormément de succès. D'abord, les premières représentations sont faites dans leur hôtel particulier rue Spontini, puis devant l'ampleur du succès, les représentations ont lieu dans un théâtre, le théâtre de la Nouvelle Comédie. Donc ça, on est en 1906, hein, c'est ça? Oui, ça commence en 5-6 et on pense que ça va peut-être jusqu'aux années 7-8. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que autant elles représentent de charmants visages d'enfants qui sont très forts. Hein, ce qu'il faut vraiment dire, c'est que la peinture de Forain est très forte. Mais ce qui est amusant, c'est que ces figurines de marionnettes, elles sont très caricaturées. Certes, on voit une princesse charmante et un prince charmant, mais on voit des figures très caricaturales comme celle du nain hideux, par exemple. Donc il y a une opposition entre ce qu'elle fait dans sa peinture et dans sa sculpture de marionnettes. Et elle se donne énormément de peine, en fait, pour que les recettes de ces spectacles aillent aux enfants miséreux. Et elle organise en même temps une loterie, et elle est très imaginatrice, parce qu'elle organise une coopération entre les enfants de la bonne société qui doivent tirer des petits billets pour avoir des lots. Et parmi le premier lot, c'est par exemple le portrait, c'est des portraits d'elle, les portraits des enfants par Jeanne. Mais chaque petit enfant, quand il reçoit un lot, s'engage à donner ses vêtements devenus trop petits à un enfant pauvre. Oui, d'accord. C'est un aspect de l'exposition qui est vraiment, à mon avis, intéressant et qui intéressera beaucoup, là, parce que cette exposition de Pont-Audemer, ça pourrait être un mot de conclusion finalement, c'est une exposition qui peut fédérer, parce que on peut y aller en famille, hein, je pense. On a des portraits d'enfants, enfin c'est une artiste qui, je pense, peut séduire un public, et je pense que vous l'attendez, un public assez large. Florence Valdès-Forain. Ben oui, tout à fait. On espère que le public viendra nombreux à cette exposition, qui viendra admirer l'œuvre de Jeanne, qui est donc avec une trentaine d'œuvres bien représentées, qui pourra voir aussi que Jeanne était une très belle femme. Il y a des photographies d'elle et 2 portraits d'elle par Jean-Louis Forain, 2 portraits au pastel qui la représentent à l'époque de leur rencontre et qui sont présentés à l'entrée de l'exposition. Donc pour vous, c'est une étape importante dans la redécouverte du couple Forain, peut-être Alice Valdès-Forain, c'est ce moment, cette exposition? Oui, je pense que c'est essentiel. C'est la première monographie consacrée à Jeanne Forain depuis sa mort.
Oui, c'est l'occasion idéale pour présenter à quel point elle a un travail riche, une grande personnalité dans ses tableaux. C'est un moment aussi, du point de vue familial, émouvant. On a cette petite vidéo qui circule avec votre mère, Florence Valdès-Forain, qui semble particulièrement émue d'assister à l'exposition, au moment de l'inauguration de l'exposition, qui est émue aussi parce que on exhume aussi toute une mémoire familiale, j'imagine. Oui, tout à fait. Janine était la petite fille de Jeanne et de Jean-Louis Forain. Donc Et la fille de Jean-Loup, voilà. qui est lui-même un artiste, hein, il ne faut pas l'oublier aussi dans la saga familiale. Oui, Jean-Loup a dessiné pour divers journaux, notamment le Crapouillot. Malheureusement, il est mort en 1941, donc il était jeune, il n'a pas laissé une grande production. Et Janine a été élevée par sa grand-mère Jeanne Forain, et elle a transmis beaucoup de souvenirs de Jeanne et de Jean-Louis Forain. Bon bah écoutez, très bien, je vous remercie beaucoup. On est heureux de vous encourager à aller voir cette exposition au musée Alfred Canel de Pont-Audemer qui se tient donc pendant tout l'été et jusqu'au mois de septembre 2016. On se retrouve très bientôt dans Miroir de Clio sur Radio Campus Rouen. À très vite.